Bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre présence ce soir à cette masterclass qui s'inscrit dans un cycle qui nous est cher, qui est celui du partage de la valeur. Donc c'est la troisième masterclass qui est organisée dans le cadre de ce cycle, sur lequel Sarah reviendra dans un instant. Peut-être en introduction, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément familières de l'opération Milliard. Je voulais vous repartager quelques éléments concernant l'association. L'opération Milliard a été créée officiellement en 2024, mais lancée en 2023, l'initiative de Bastien Sibyl, qui est un entrepreneur du monde de l'ESS, avec une grande ambition qui est celle de faciliter et de massifier le financement des organisations qui sont engagées en faveur d'une transition juste de notre économie. C'est un mouvement qui aujourd'hui rassemble près de 2000 adhérents, près de 40 lieux partenaires répartis sur le territoire, un réseau d'ambassadeurs également, et de bénévoles dont Sarah fait partie. Et aujourd'hui, l'association se concentre sur 3 leviers principaux. Des actions de plaidoyer pour faire changer les règles du jeu de façon à faciliter le financement des structures engagées dans la transition juste, des actions de formation euh, dont la masterclass de ce soir fait partie, de façon à permettre au plus grand nombre de comprendre quels sont les enjeux liés au financement, et puis de s'approprier aussi, reprendre la main plutôt sur la finance et sur ses finances. Et enfin, la création de véhicules d'investissement et de fonds, on gère soit en propre, soit en partenariat avec des acteurs, de façon à ajouter, proposer de nouvelles sources de financement à destination de ces structures. Et peut-être si je reviens en arrière pour présenter Sarah. Moi, je suis Maxence Verret, je suis salarié au sein de l'opération Milliard, et je suis en charge des financements et des partenariats. Et Sarah, qui est là aujourd'hui et qui a organisé cette masterclass, elle est bénévole et copilote du groupe épargnant et financeur de l'opération Milliard et un passé d'entrepreneur. Euh, Sarah, je te laisse la main sur la suite. Super. Merci Maxence, mais bonjour à tous. Donc cette masterclass s'inscrit dans un cycle qu'on a co-construit ces dernières semaines et ces derniers mois pour identifier qu'est-ce qui en droit français aujourd'hui et quelles sont les belles initiatives qui existent pour partager la valeur créée par les entreprises et aussi par les fonds d'investissement. On s'est penché sur un premier travail un peu d'identification de tous les mécanismes en fait, qui permettaient ce partage de la valeur. Peut-être que tu peux passer à la slide suivante, qui est en fait, la synthèse de ces travaux d'identification des différents mécanismes de partage. On a scindé ces mécanismes de partage, on va dire, en deux parties. Un premier mécanisme de partage de la valeur qui est généré par les bénéfices nets des entreprises et un second partage de la valeur qui est basé sur en fait le partage de la détention des titres et des titres de propriété d'une entreprise, ce qui permet donc de financer et de répartir cette valeur à la fois vers les salariés mais aussi vers l'intérêt général. Et donc, on a essayé de zoomer en fait sur les mécanismes qui sont encore peu connus en France, qui existent, mais qui sont pas encore démocratisés. Et l'idée, c'était de révéler et de faire intervenir les entrepreneurs et les dirigeants qui les ont mis en place au sein de leurs entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Marie Eklund, qui est entrepreneure et fondatrice du fonds d'investissement 2050, qui en 2020 a créé donc ce fonds d'investissement 2050 avec un tout autre modèle, et je crois que vous êtes les seuls en France d'ailleurs à le faire. Et un modèle qui s'est notamment appuyé sur le statut du fonds de pérennité créé par la loi Pacte en 2019 et Marie sera avec nous ce soir pour nous faire part de son retour d'expérience sur son cheminement, ce qui l'a amené à monter le fonds 2050, comment ce fonds a été monté et quel nœud, en tout cas, quelles innovations ça permet en matière de financement des innovations et de partage de la valeur d'un fonds
vers l'intérêt général de manière générale. Donc Marie, bienvenue. On est super Merci. content de t'avoir avec nous ce soir. Et peut-être que de manière en guise d'introduction, est-ce que tu peux te présenter et présenter 2050? Avec plaisir. Alors, donc moi, je suis Marie Eklund. Je fais partie du monde du capital risque hein, depuis l'an 2000. Donc, ça fait 25 ans maintenant que je fais ce métier d'investir dans l'innovation. J'ai d'abord commencé par faire ça dans la transformation digitale de l'économie. Avant de faire du capital risque, en fait, j'ai un passé d'informaticienne et de mathématicienne. Et puis j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années en essayant à la fois de comprendre quelle était la valeur, la proposition de valeur que je pouvais avoir pour les entrepreneurs en portefeuille. Mais après, j'ai assez vite compris que le métier de capital risque et d'investisseur, c'est vraiment d'aligner les intérêts entre investisseurs et entrepreneurs. Et donc, en faisant ça, et puis avec tout l'écosystème, j'ai aussi été impliquée dans le développement de l'écosystème de la French Tech, en fondant l'association France Digital, en faisant partie du Conseil national du numérique, avant de comprendre que la véritable transformation qu'on était en train de vivre, c'était certes le digital qui est toujours en marche, mais surtout la transformation durable, et que le modèle du capital risque historique n'était pas adapté à cette transformation-là et qu'il fallait qu'on le fasse. Voilà, d'où 2050, qui est une réponse à ça, de comment est-ce qu'on peut adapter le modèle du capital risque technologique à la transformation durable et quels sont les changements que ça induit, à la fois dans la manière d'investir, dans le type de produits financiers que ça nécessite et dans la gouvernance derrière que ça implique pour arriver justement à aligner les intérêts jusqu'au bout, quoi. Et justement, est-ce que par rapport à à ton expérience avant de monter 2050, quels ont été les déclics? Qu'est-ce que tu as perçu comme dysfonctionnement au sein du capital risque qui font qu'en fait, on ne peut pas continuer avec ce Mm. même modèle? Alors, il y a plusieurs choses. Un, je pense que le modèle du capital risque, tel qu'il a été implanté en France, a vraiment été en copier-coller de la Silicon Valley. C'est-à-dire que quand j'ai démarré dans l'industrie, moi j'ai démarré au démarrage de l'industrie en l'an 2000. C'était vraiment, on faisait un peu du copier-coller en regardant ce qui avait marché là-bas, marché étant gagné beaucoup d'argent, et puis on reproduisait un peu la même chose en France sans se poser la question de la localisation. Est-ce qu'on a les mêmes ingrédients qui permettent juste de le répliquer et que ça va marcher? Or, quelque part, au fil du temps, moi j'ai compris il y avait un ingrédient principal qu'on ne pouvait pas avoir, qui est qu'on ne peut pas avoir sur le marché français comme sur n'importe quel marché européen la masse critique suffisante pour arriver à implémenter les effets d'échelle qu'il y a aux États-Unis ou en Chine, parce qu'en fait, tu as une profondeur de marché, une taille de marché qui est suffisante pour y arriver, que donc ça ne pouvait par nature pas être complètement duplicable. Donc il y a eu plusieurs points comme ça, je dirais, mais si je reviens à des déclics, je pense que la crise 2008 a été un des déclics. Parce que à l'époque, j'essayais d'aller lever des fonds pour le fonds auquel j'appartenais, qui était Elia Partners. Et la réponse des investisseurs, c'était pourquoi diable voulez-vous que je mette un centime dans du capital risque européen quand la performance historique, c'est moins 2%, alors que si on fait du LBO, c'est plus 15%. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le LBO, c'est plutôt un produit financier où on va essayer d'aller rendre les entreprises le plus profitables possible. Donc, au lieu d'être pour moi, hein, si je caricature, hein, au lieu d'être sur une logique de financement de ce qui peut être les champions de demain, qui va recréer une dynamique économique, créer de l'innovation, on est plutôt dans une logique d'optimisation du résultat financier qui souvent s'accommode de perte d'emploi, enfin d'augmentation de la productivité et de perte d'innovation. Donc, c'est pas du tout la même logique. Et j'ai compris que si on voulait arriver à faire venir plus d'argent dans des sujets qui allaient faire en sorte que l'économie européenne soit en bonne santé demain, il allait falloir montrer qu'il n'y avait pas qu'une performance financière à regarder, qu'il fallait intégrer la performance économique et sociale. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai monté France Digital, en fait, parce que le premier acte de France Digital, ça a été de créer un baromètre de la performance économique et sociale des startups du numérique
pour montrer que bah, c'était un univers qui apportait une dynamique de croissance dans une économie qui n'en avait pas beaucoup d'endroits où il y en avait, dans lequel il y avait un partage de la valeur qui était très différent parce qu'il y avait toute la mécanique de stock option, que l'écart salarial entre le dirigeant et le reste de l'entreprise n'était pas si élevé que ça. Enfin, donc, on essayait de montrer une performance économique et sociale en parlant de diversité, en parlant du type d'emploi qui était créé chez les jeunes massivement, que c'était des CDI. Donc, on a vraiment essayé de trouver des arguments pour. Et puis, c'est à ce moment-là, je dirais que ensuite, j'ai compris, parce que je suis devenue un peu une porte-parole de l'écosystème de la tech auprès du gouvernement et de la Commission européenne. Et c'est à ce moment-là que je suis sortie de la bulle startup et qui m'ont demandé de réfléchir à en quoi est-ce que le numérique pourrait être au service d'une politique de santé française ou d'une politique agricole européenne qui facilite et où j'ai vu que finalement on ne finançait pas les vrais problèmes. Et donc j'ai essayé de mettre de la bonne intention dans l'ancien modèle en créant, en cofondant un fonds qui s'appelle Daphne, qui est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que l'idée c'est de financer des entreprises qui résolvent des problèmes. Et je dirais que le deuxième déclic au sein de Daphne, ça a été aussi de comprendre que un monde meilleur, ça ne veut pas du tout dire la même chose pour tout le monde. Donc, on avait, par exemple, des discussions sans fin à un comité d'investissement pour financer une société qui faisait des robots pizza. D'accord? Et je rappelle, l'idée, c'est de financer un monde meilleur. Donc, il y avait les discussions, c'était mon associé qui arrivait en me disant, mais bien sûr que ça crée un monde meilleur, parce que comme on fait des économies au niveau des salaires en restaurant, eh bien, on peut mieux payer les producteurs agricoles qui sont payés au lance-pierre et qui souffrent et qui n'arrivent pas à... Donc on va sécuriser les producteurs agricoles et on va pouvoir offrir, avoir des ingrédients qui sont locaux, qui sont bio et donc à un prix abordable pour des populations défavorisées. Et donc oui, c'est un monde meilleur parce qu'on règle ce problème-là. Et moi qui pense dans le temps, je disais, bah, en fait, pour moi, non, parce que si cette société, elle a beaucoup de succès et si on met 10 millions d'euros dans cette boîte-là, c'est qu'on pense que, et on veut que ça l'ait, ça ait ce succès-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la concurrence qui va arriver. On va se battre sur quoi? Sur les prix. In fine, on va arriver exactement à la situation actuelle en termes de comment on paye les producteurs agricoles et la qualité des ingrédients utilisés pour les pizzas parce que c'est une simple bataille de prix, mais sauf qu'au milieu, on aura détruit de l'emploi. Et donc, pour moi, ça n'est pas un monde meilleur. Mais en réalité, ni l'un ni l'autre ne pouvons avoir raison parce que très vite, ça arrive sur des jugements moraux. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vision, parce qu'on n'a pas posé quelque part justement un projet de société qui dit, ben, nous, ce qu'on veut financer comme futur de la transition agroalimentaire, c'est une filière qui a cette tête-là. Et le futur de l'emploi qu'on veut pousser, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé une vision globale de voilà la société que nous, on a envie de financer, qui permet de poser un cadre de décision. Tant qu'on raisonne localement à l'échelle d'une entreprise donnée qui s'inscrit dans des thématiques qu'on n'a pas réfléchies, en fait, et sur lesquelles on ne s'est pas mis d'accord sur ce qui était acceptable ou pas, eh bien, en fait, on arrive très vite sur des dialogues de sourds où c'est acquis, voilà. Et donc ça a été, je dirais, le deuxième déclic de se dire, on a besoin de poser cette vision holistique afin de pouvoir prendre des décisions qui soient claires et qui ne soient pas sur un espèce de jugement de valeur où de toute manière, ça va dépendre du vécu de chacun, de la culture, et c'est normal qu'il y ait une diversité de ça. Et donc, ce n'est pas une question de jugement moral, c'est une question d'être explicite sur le type de monde qu'on veut financer. Et cette vision-là n'existe pas. La plupart des financiers ne disent pas, voilà à quoi moi, le monde auquel je veux contribuer. Voilà le futur que je veux construire et voilà ce à quoi je mets l'argent à quoi est-ce que l'argent, je le mets au service de quoi en fait? Et Voilà, et donc cette c'est pour ça que 2050 s'appelle 2050 parce qu'on est parti de ça en fait. Ça a été le point de départ de se dire on doit commencer par poser cette vision-là qui doit être quelque part le pacte ou le compas, à la fois le pacte avec les investisseurs, voilà le type d'entreprise qu'on veut financer et le compas avec lesquels on va je dirais les juger et ensuite
un espèce d'une boussole en fait pour prendre des décisions derrière. Et cette boussole commune, vous l'avez co-construite avec l'ensemble des parties prenantes de ce qui fait un écosystème un peu de A à Z, ou est-ce que vous aviez déjà travaillé peut-être avec des chercheurs, peut-être avec d'autres participants avant d'avoir cette vision-là pour aller la propulser, ou dans quel sens ça Alors s'est fait? c'est une question très intéressante parce qu'en fait je crois que je me rends compte que c'est la première fois qu'on me la pose. Tu vois? Et je dirais que au tout début, on l'a pensé en équipe élargie, c'est-à-dire avec effectivement des apports extérieurs de gens qui venaient d'écosystèmes différents, qui avaient des profils différents, donc des chercheurs scientifiques, des gens très terrain, etc. Mais ce qu'on a cherché, c'est-à-dire qu'au début, c'était plus une quête de mots presque et mais parce que du coup, il y a deux choses. Il y a je dirais ce compas qui finalement est à la fois précis et très vague. Et ensuite, une stratégie d'investissement qu'on va aller creuser en profondeur avec, pour le coup, des scientifiques et des économistes sur chacun des sujets. Donc, je vais vous donner, ça va être plus clair en fait quand je vais vous dire précisément ce à quoi on est arrivé. Donc, on voulait un seul mot. Et en fait, ce mot est arrivé après la définition des 5 objectifs essentiels où on se dit, nous, ce qu'on veut, c'est façonner un futur fertile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est productif, mais qu'il est naturellement adaptatif à tous les grands changements, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient technologiques. Et il est dans une diversité de solutions. On est dans une multilocalité des solutions. Il faut qu'il y ait cette fertilité que la nature apporte quelque part dans la manière dont les solutions sont portées. Et ça se traduit par 5 objectifs essentiels à atteindre. Le premier, c'est que tout le monde puisse manger et manger de manière saine. Le deuxième, c'est qu'on puisse habiter la terre et produire de manière durable. Le troisième, c'est qu'on puisse prendre soin de sa santé au quotidien, donc santé mentale, santé physique, dans un monde en transformation. Le quatrième, c'est qu'on puisse faire évoluer les modèles éducatifs et culturels pour que tout le monde y contribue et puisse y contribuer à ce futur fertile dans le temps. Et enfin, le dernier, c'est de remettre la confiance au cœur des sociétés et au cœur des économies, ce qui est un enjeu assez fort aujourd'hui, à la fois d'un point de vue information, IA, etc., démocratique même, mais aussi d'un point de vue assurantiel, comment on se couvre sur les nouveaux risques et financiers, comment est-ce qu'on fait émerger des produits qui permettent d'avoir confiance dans le futur et donc de financer le long terme. Et donc ça nous donne notre fameuse boussole des 5 objectifs essentiels à atteindre. Et c'était presque plus, je dirais, un travail d'imaginaire qu'un travail vraiment de profondeur. Voilà. Le travail de profondeur, on le fait après, en se disant, bon, ben maintenant qu'on a ça, ça nous donne aussi, je dirais, une grille d'analyse pour que à chaque fois qu'on va investir dans une entreprise, on va vérifier qu'elle apporte une solution sur l'un des objectifs à atteindre, mais on va vérifier qu'elle n'est pas en train de casser tous les autres. Parce que ça, c'est souvent là où l'impact négatif il surgit. Je veux dire, Instagram ne s'est pas fondé en se disant, je vais aller détruire la santé mentale de toute une génération d'adolescents. C'est arrivé, en fait. Parce qu'il y a un moment, ils avaient des angles morts qu'ils n'ont pas vérifiés et qui étaient... Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce compas-là, pas uniquement dans la prise de décision sur est-ce que ça résout l'un des grands problèmes auxquels on est confronté pour atteindre ces objectifs-là, mais aussi est-ce que en chemin, on ne crée pas d'autres problèmes. Est-ce que- Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, les solutions ou les innovations et les entreprises que vous soutenez, enfin, ça fait partie de tout le process d'instruction que de découper l'ensemble de la chaîne de valeur pour voir si justement on ne crée pas d'effet de bord à tel moment de la vie de l'entreprise ou du développement de l'innovation? Euh, alors oui, ce qu'on fait en fait quand on investit dans une entreprise, je dirais oui, mais pas assez bien encore. Ce qu'on fait déjà, c'est que on demande aux entrepreneurs quand on investit
de se projeter déjà à long terme. Donc, pour chaque personne, long terme veut dire quelque chose de différent. Donc, on a eu 20 ans, on a eu 10 ans, on a eu 5 ans. Mais bon, donc de comprendre l'horizon de temps avec lequel les ou les entrepreneurs jouent, en fait, sur le temps long, et de leur demander de se projeter déjà à titre personnel là où eux veulent être. Parce qu'en fait, si on ne dissocie pas la personne de l'entreprise, ça crée ça peut notamment créer pas mal de problèmes quand il y a différents fondateurs qui sont peut-être là pour une partie de l'aventure par la totalité. Et le fait de se le dire, au fait de se dire les choses, mais de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on veut ensemble que soit le futur de l'entreprise le mieux possible, ça assainit complètement la discussion. Donc d'abord, on commence par comprendre quels sont les besoins personnels d'accomplissement des fondateurs. Et ensuite, on leur demande de projeter sur l'entreprise là où ils veulent que l'entreprise soit sur toutes les différentes dimensions de l'alignement. Et donc, en fait, pour nous, là où tu as la partie un peu chaîne de valeur, c'est que ce qu'on veut qu'ils nous disent, c'est où est-ce qu'à long terme, donc mettons 10 ans par exemple, ils veulent être eux à titre individuel, mais aussi ils veulent que l'équipe soit. Et donc là, ça les force à réfléchir. Est-ce que je veux me développer que à un endroit donné? Est-ce que je suis full remote? Est-ce que je suis en multilocal? Enfin, donc ça, rien que sur l'organisation de quel type d'entreprise ils veulent, ça nous informe aussi. Et puis, quelle taille d'entreprise? Après, du coup, au niveau du business, c'est-à-dire de l'entreprise en tant que personne morale, où est-ce qu'on veut que l'entreprise soit dans 10 ans? C'est quoi le niveau d'ambition? Quel type de modèle économique? Quel type de produit? Quel type de marché? Donc, d'avoir voilà. Ensuite, on leur dit, mais où est-ce que vous voulez être dans votre propre chaîne de valeur? Donc, dans l'écosystème, quelle place vous voulez occuper? Quel type de partenariat vous voulez avoir? Quel type de réglementation vous voulez qu'il soit? Enfin, donc, il y a un vrai côté, comment vous voyez votre propre place au sein de la chaîne de valeur, ce qui nécessite de la pensée. Et ensuite, on dit, et quel impact social vous voulez avoir? Quel impact sur la planète vous voulez avoir? Donc, c'est ça l'alignement d'intérêt jusqu'au bout, en fait, de la personne jusqu'à la planète. Et la dernière chose qu'on leur demande, c'est, et qu'est-ce que vous voulez comme gouvernance pour tenir cet alignement dans le temps? D'accord? Donc, ça, c'est une partie qui est souvent sous-estimée. Mais nous, on voit vraiment qu'en réalité, si on veut que les entreprises continuent à être alignées dans le temps, on a besoin de poser une gouvernance qui soit en capacité de la maintenir. Et donc ça, on leur fait étaler. Et après, ce qu'on leur demande aussi, c'est à long terme, donc toujours, mettons 10 ans, quels peuvent être les impacts positifs et les impacts négatifs qu'ils peuvent avoir sur les 5 dimensions dont j'ai parlé, le fameux compas en fait. Et ça nous donne aussi des indications En fait, ça crée, je dirais, des garde-fous, que ce soit, et des mesures de ce qui compte vraiment pour eux. Et donc, toute la partie impact, quelque part, vient de la stratégie, au lieu qu'elle soit poussée par nous ou par une quelconque réglementation. Et ce qui est Ok. marrant, c'est que quand on fait ça, on se rend compte que souvent, ils voient qu'ils peuvent avoir beaucoup plus d'impact positif que ce qu'ils pensaient, parce qu'ils n'avaient pas pensé aux autres dimensions. Et donc, un exemple tout bête, si on se dit, ben, quel impact vous pouvez avoir sur la confiance dans l'économie, ils disent, ben, on peut créer de la transparence, de la traçabilité, Oups, pardon, sur toute la chaîne de valeur, ce qui permet de montrer que on partage la valeur comme il faut, comme merci, euh, pardon, je confonds toujours comme c'est qui le patron. Donc en fait, on voit que finalement, en posant cette question-là, ou alors je partage tout ce que j'ai compris et donc ça aide à empowerer les autres de la filière sur ce que moi j'ai appris, ils peuvent l'utiliser aussi. Donc il y a pas mal de choses qui naissent de cette question-là en fait. Peut-être tu disais que vous questionniez les structures sur quelle gouvernance va permettre le Mm. maintien de la mission d'entreprise dans le temps. C'est quelque chose que vous êtes appliqué à vous-même aussi au sein de 2050. Donc, Complètement. comment est-ce que ça a fonctionné justement? Ben, complètement, parce que donc nous, cette logique d'alignement, on a commencé par se l'appliquer à nous-mêmes et on a trouvé qu'il y avait deux désalignements majeurs dans le modèle du capital risque historique. Il y en a un, c'est le produit, mais on reviendra peut-être dessus parce que ça répond pas à ta question. Et il y en a un autre, c'est la gouvernance. Et en fait,
pourquoi, enfin, la gouvernance qui est liée au modèle économique. En fait, dans le monde du capital risque, il y a un double modèle économique pour les gérants financiers. Il y en a un qu'on peut aligner, l'autre que moi je ne sais pas comment aligner et j'ai essayé pendant 20 ans, j'ai pas trouvé. Donc c'est pour ça que 2050 et 2050 de la manière dont il est construit, dont elle est construite, pardon. Celui qu'on peut aligner, c'est la prime à la performance. D'accord? Donc dans un modèle de capital risque classique, ça s'appelle du carried interest, mais en gros c'est une commission sur la performance des fonds où l'équipe de gestion va bénéficier à peu près de 20% de la plus-value apportée aux investisseurs à partir du moment où ils ont atteint une performance minimale. D'accord? Cette performance-là, on peut la conditionner en disant, je ne veux pas qu'elle soit uniquement sur la performance financière, mais aussi qu'elle soit liée à la performance d'impact social et environnemental. Et donc là, on voit bien qu'on crée un alignement naturel où ben, on ne gagnera pas d'argent si les entreprises n'ont pas créé de valeur parce que sinon la performance financière ne sera pas au niveau. On ne gagnera pas d'argent si les investisseurs qui nous ont confié de l'argent n'en gagnent pas parce que en fait c'est au-delà d'un certain seuil de performance minimale. Et on ne gagnera pas d'argent si on n'a pas atteint une certaine performance environnementale et sociale. Donc on arrive à aligner sur toute la chaîne, voilà, et de créer une performance des gérants financiers qui est alignée. La partie du modèle économique qui n'est pas alignable à mon sens, autrement que de la manière dont on l'a fait, c'est la commission de gestion. Donc, la commission de gestion, elle est indexée pour une société financière sur les montants qu'on gère. D'accord? Donc, classiquement, un fonds de capital risque va prendre 2% de tous les montants gérés. D'accord? Et donc, ça veut dire que si on gère 1 milliard, ben, on va avoir un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros tous les ans. Et c'est très rare dans une industrie d'avoir un chiffre d'affaires qui est garanti sur 10 ans. D'accord? Quand on vend un produit, comme la durée de vie est de 10 ans plus 1 ou 2 ans, on a un chiffre d'affaires qui est garanti sur 10 ans. Donc, c'est 2% sur les 5 premières années. Après, ça baisse, mais ça reste un chiffre d'affaires garanti par des gens qui font pas défaut. Enfin, donc, c'est très, très sécurisé. Et donc, si je vais gérer demain un autre fonds de 1 milliard d'euros, j'ai mon chiffre d'affaires qui double. Je vais pas avoir les coûts qui doublent. D'accord? Je vais pas faire x2 sur mon équipe, etc. parce qu'il y a beaucoup d'effets d'échelle. Et donc, c'est un modèle qui devient très profitable très vite, très rentable. Et du coup, cette rentabilité, elle est versée en dividendes aux actionnaires de la société de gestion. D'accord? Ou alors, elle vient donner une valeur très forte aux actionnaires de la société de gestion. Et donc, ceux qui sont là-haut, d'accord? Et c'est souvent, il faut voir ça, une société de gestion comme une association, d'accord? Donc, il y a classiquement entre 3 et 10 associés là-haut qui vont se répartir les dividendes. Et assez vite, on se rend compte qu'on a plus intérêt à aller gérer, à aller lever plus d'argent que de faire de la performance qui est alignée avec l'environnement et le social. C'est beaucoup plus rentable de gérer beaucoup d'argent et de le placer, finalement, que de vraiment performer au niveau des fonds et d'aligner sa performance sur la performance environnementale et sociale. Donc, ça biaise, en fait. Ça biaise et ça, c'est-à-dire que c'est juste dépendant des montants gérés. Il n'y a pas de notion de performance associée. Vous voyez ce que je veux dire? Le grand argument, c'est de dire, bah si, parce que si les fonds, bah, ils performent pas, bah, on n'arrivera pas à lever le fonds d'après. Sauf que le premier fonds, pour savoir c'est quoi la perf réelle, il faut 15 ans. Donc, en fait, il y a une inertie du truc. Donc, c'est pour ça que pour aligner complètement, eh bien, nous, en fait, nous ne sommes pas actionnaires de notre société de gestion. Donc, quand j'ai monté 2050, j'ai tout donné à un fonds de pérennité, de manière à ce que notre incentive financier, il soit principalement, enfin, il soit sur la performance des fonds, où là, on peut l'aligner sur la performance environnementale et sociale. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est détenu, on a un gros actionnaire qui s'appelle 2050.stewards, qui est un peu notre garant, qu'il faut voir. C'est un fonds de pérennité, il faut comprendre ça comme une fondation sans objet philanthropique.
D'accord? Donc, c'est vraiment un espèce de trust qui préserve le capital, qui empêche la société d'être vendue et qui va prendre les décisions stratégiques au niveau de la société de gestion et qui va voter le budget. Et donc, en fait, les commissions qu'on prélève au niveau du fonds, c'est juste de combien est-ce qu'on a besoin opérationnellement pour gérer le fonds. Évidemment, c'est à l'intérieur des 2%, on ne va pas prélever plus. Donc, on a l'accord avec les investisseurs du fonds que ça ne peut être que en moins par rapport à un modèle classique. Mais toute l'idée, c'est qu'on puisse, nous, être payés pour le travail qu'on fournit, mais que notre incentive, enfin, ce qui va nous permettre notre carotte à nous, c'est le fait de faire de la performance financière, environnementale et sociale sur le fond. Ce n'est pas de juste gérer plus d'argent. Est-ce que je suis claire? Super clair. Ok. Très, très clair. Et peut-être comment est-ce que tu as constitué du coup le board de ce fonds de pérennité? Alors ça, c'est aussi, c'était une grosse décision parce que bah, ce board, non seulement il vote le budget, mais par exemple, il peut me révoquer. Et donc, et moi, quand j'étais donné tous mes titres à ce fonds de pérennité, bah, pour être une société de gestion agréée par l'AMF, il faut avoir un niveau minimum de fonds propres qui est de l'ordre de 300 000 euros. Enfin, c'est des gros trucs, quoi. Et donc, et puis moi j'ai deux enfants, donc si je donnais et que je voulais pas qu'ils puissent révoquer le truc, il fallait donner la même chose aux enfants. Donc bon, bref, ça a été un sacré truc et je me suis dit à qui est-ce que je donne le pouvoir de pouvoir ben, révoquer et moi et les autres membres de l'équipe qui ont des mandats sociaux si on fait mal notre boulot, sachant ça. Eh bien, en fait, la solution à laquelle, moi, a été, comment dire, confortable et même enthousiasmante, c'était de se dire, ben, je veux que ce soit les parties prenantes de 2050. Et donc, dans les parties prenantes, on a défini cinq types de parties prenantes qui ont donc trois postes chacun à ce board. Donc, en fait, on a cinq collèges. Le premier des collèges, c'est le collège des fondateurs de 2050. Donc, c'est là où moi je suis, avec deux autres personnes qui m'ont vraiment aidé au début et qui a juste un droit de veto sur la mission. On ne peut pas changer la mission sans le droit de vote des fondateurs. Il y a un deuxième collège qui est constitué des investisseurs de 2050, les trois principaux investisseurs de 2050, sachant qu'ils ne peuvent pas tous être de la même nationalité. On a un peu forcé la diversité dans ce collège-là aussi. On a un troisième collège qui sont les entrepreneurs qu'on a financés. Donc, moi, je suis au board, par exemple, d'une boîte qui est basée à Stockholm, qui s'appelle Pebble et qui fait du ciment qui stocke du CO2 au lieu d'en émettre lors du processus de fabrication. Eh bien, Martha, qui est la CEO de Pebble, est aussi à mon board. Voilà. Donc, on a les entrepreneurs qu'on a financés. On a aussi l'équipe, parce qu'à un moment, c'est vu, pas voilà. Et puis, en finale, des experts qui représentent la société et la planète. Donc vraiment avec cette logique d'alignement jusqu'au bout. Donc par exemple, on a un grand chercheur sur les océans qui s'appelle Rachid Soumaïla, qui est basé à Vancouver et qui a fait sa carrière entre le Nigeria, la Norvège et Vancouver et le Canada et qui est très très reconnu sur ces sujets systémiques océans, qui est un des gros sujets que nous on regarde sur la partie climat. Mm. Voilà, et donc c'est vraiment une logique multipartie prenante. On a, à part le droit que j'ai cité pour le club des fondateurs, on va dire, d'avoir un droit de veto sur la mission, c'est tout. C'est-à-dire toutes les décisions sont prises à la majorité, y compris la révocation, en essayant à chaque fois d'aller chercher au moins une voix de chaque collège. Alors c'est assez drôle, hein, parce que c'est pas du tout les mêmes profils, hein. Donc c'était incroyable de faire travailler toutes ces expériences, expertises, sensibilités ensemble, quoi, et cultures différentes. On a un anthropologue togolais qui fait de l'architecture, l'africaine d'architecture, donc qui est très pratico-praticien sur les villes de demain.
en essayant d'utiliser la technologie de manière au service d'une communauté et pas au service de l'individu. Enfin, il y a pas mal de choses assez rigolotes, mais du coup, il faut créer un langage commun. Et du coup, Donc, c'est assez intéressant. Mm. comment aujourd'hui, tu dirais que 2050, enfin, il me semble que vous financez les communs. Enfin, il y a une partie Ouais. qui est dédiée au financement des communs. Comment ça s'articule justement dans ce partage à la fois de la gouvernance et de la valeur que le fonds d'investissement génère? Ouais, je vais commencer par la gouvernance parce que j'y suis. Donc, alors 2050, la société de gestion est là. Elle est détenue par un fonds de pérennité. D'accord? Et en fait, nous, quand on a créé la stratégie d'investissement en se disant il faut qu'on finance des bascules d'écosystème, j'avais vu au sein de France Digital que en fait, il y a des nœuds systémiques qu'il faut dénouer et que c'est super important qu'on ne finance pas que des entreprises avec un modèle économique, mais qu'il faut être en capacité de financer de la recherche, de financer du plaidoyer, de financer du partage de savoir, des évolutions culturelles, etc. Et que ça n'a pas de retour financier direct, mais ça bénéficie tout le monde. Et donc, dès le début, on a créé ces deux jambes de financement qui ne pouvaient pas être faites à partir du même véhicule d'investissement. Donc, on a créé deux véhicules. Un fonds qui est un fonds un peu différent puisqu'il est ouvert. C'est pas un fonds fermé à 10 ans, mais ça, je reviendrai dessus après si vous voulez. Et un deuxième véhicule qui est une association de loi 1901 qui s'appelle 2050.commons et qui, elle, sert à financer des communs externes. Donc, par exemple, toute notre mesure d'impact environnemental, on l'a mis en place avec le Stockholm Resilience Center qui fait de la recherche sur comment est-ce qu'on peut créer les bons indicateurs pour mesurer l'impact d'une entreprise sur les limites planétaires. Et donc, le financement du Stockholm Resilience Center passe par cette association Loi 1901 qui est nourrie en fait par les souscriptions de nos investisseurs et la moitié de notre commission de performance. D'accord? Et donc, c'est cette association-là. La question, c'est qui la gouverne? Et donc, elle a deux membres, en fait. Elle a la société de gestion comme membre à la fois qui vote, je dirais, le budget, les AG, etc., mais aussi qui opère. Donc, voilà. Et il y a le fonds de pérennité qui gouverne. Donc, le fonds de pérennité, Stewards, est garant à la fois des investissements sur les startups et des investissements communs pour vérifier que ça participe de la même logique de stratégie d'investissement. D'accord? Et qu'on contribue, la mission, elle est portée par ces deux jambes, une jambe venture et une jambe commun. Alors, une des grandes difficultés juridiques qu'on a eues, c'est que la partie commun ne peut pas être non-for-profit. Elle ne peut pas être d'intérêt général parce qu'elle est englobée dans un système à but lucratif et qu'en droit français, il n'existe pas de structure hybride. Donc tout le système 2050 est à but lucratif parce que donc l'association aussi et la manière qu'on a de faire tenir ça, c'est de dire ben en fait les investissements ou les- les investissements qu'on fait via les communs, à terme, on pense que ça va bénéficier aux performances du portefeuille. Donc on dit c'est quelque chose qui va nous aider à être plus performants dans le temps. Aujourd'hui, ça nous coûte de l'argent. Mais c'est grâce à ça qu'on sera des meilleurs investisseurs aussi. Même si l'action ponctuelle qu'on fait est une donation ou une subvention ou quelque chose sur lequel on n'attend pas de retour immédiat, en fait, en termes de profit. Et que c'est un retour en termes de savoir, en termes de recherche, etc., et qu'on fait bénéficier, dont on fait bénéficier l'ensemble de notre écosystème, pas que nous, en fait. Et puis l'ensemble de tout le monde d'ailleurs, parce que tous les communs, ils sont en open source, hein. Le but du jeu, c'est pas juste qu'on soit intelligent,
ou que, évidemment, on partage avec notre écosystème, mais le but du jeu, c'est d'être catalytique, en fait, parce que on veut que tout le monde comprenne ce qu'on comprend nous, parce que c'est comme ça qu'on créera des effets d'entraînement. Aujourd'hui, vous avez un écosystème d'investisseurs ou d'investisseurs institutionnels et d'investisseurs tout court, enfin, fonds d'investissement qui ont envie d'évoluer vers le modèle que vous avez poussé. Alors, on a beaucoup de gens qui sont en train de réfléchir à comment financer la transition, qui nous demandent comment on fait, et on est en train de même publier en open source aussi tout le modèle, comment ça marche, comment on calcule par exemple la commission de performance, ce genre de choses assez pour qu'ils puissent le mettre en place. Après, c'est très lié au droit français quand même, donc il y a des choses, des choix qu'on a faits qui étaient pour s'adapter à la réglementation à laquelle on était soumise. Mais par contre, c'est très dur pour eux de le mettre en place. En fait, il faut comprendre que dans la finance, la partie la plus difficile dans ce qu'on fait, c'est la levée de fonds, hein. C'est lever des fonds pour un système qui est aussi innovant, on va dire. Et, comme les investisseurs financiers ne sont pas habitués à investir dans des nouveaux types de produits, puisqu'ils investissent dans ce qui a déjà marché dans le passé, et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Et bien du coup, c'est ça la partie la plus difficile. Et donc souvent des investisseurs qui se lancent dans je vais monter un fonds pour aller financer des solutions sur la transformation durable, c'est génial ce que vous faites, c'est brillant les communs, ou la gouvernance c'est super et tout, ou alors il faut faire un fonds ouvert dans le temps parce que je suis d'accord, 10 ans c'est trop court, ça crée des désalignements avec les entrepreneurs, etc. Et bien en fait souvent ils sont freinés par le fait qu'ils n'ont pas de track record personnel, et que faire un nouveau produit sans track record personnel en rentrant dans l'industrie, c'est juste mission impossible. Je dirais que nous, la seule raison pour laquelle on a réussi à lever 60 millions d'euros, c'est qu'on a une crédibilité sur la rentabilité financière qu'on peut amener parce qu'on en a déjà amené dans le passé, et que donc ils sont prêts à nous faire confiance sur le fait que on y arrivera, quoi, on va dire. Ok. Mais j'ai vu passer une question dans le chat sur c'est quoi le type de rentabilité financière qu'on 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 proposait. Et en fait, ce qu'on a fait, parce que ça, c'est quand on finance des nouvelles types d'entreprises avec un système comme ça, on est obligé de prendre des hypothèses pour calculer la rentabilité financière à laquelle on peut arriver. Donc, les hypothèses qu'on a prises, c'est de dire, un, on va faire ce qu'on a fait dans le passé sur les entreprises en portefeuille. Deux, tous les investissements dans les communs ou dans les actifs pour l'écosystème, ça rapporte zéro, c'est un coup pur. Et trois, les investisseurs, parce qu'on a créé un fonds qui est ouvert dans le temps et sur lequel on apporte une liquidité à nos investisseurs à partir de l'année 6, de manière annuelle. Donc on dédie une partie du fonds à juste être en capacité d'apporter de la liquidité, ce qui fait que on a un modèle d'investissement qui est différent, où on va investir au fil du temps et vendre au fil du temps dans les entreprises. Et donc, dans la troisième hypothèse qu'on fait, c'est un investisseur va prendre toutes les options de liquidité tous les ans, ce qui a un coût sur la performance. Et donc, quand on cumule tout ça et qu'on fait des hypothèses, différents types de scénarios pour essayer d'être un peu robuste, on arrive en gros à un TRI qui est de l'ordre de 11%. Voilà. Et qui du coup enfin, qui est pas si éloigné des théories Bah, des. historiquement, dans la tech, moi, j'étais plus proche de 20. C'est ça le truc. C'est ça Ok. qui permet justement de dire, bah, nous, historiquement, on faisait ça. Donc, si on avait été à 10, en fait, ça passerait pas, quoi. Mm. Est-ce que enfin, le modèle tech, il est aussi un peu différent des modèles quand on investit dans l'agriculture régénérative, par exemple, enfin, c'est des secteurs qui sont aussi, enfin, qui ont des modèles différents, enfin, des modèles économiques différents. Donc, est-ce que c'est une modulation entre les différents secteurs qui.
Oui, Donc, et en fait, ce qui est assez euh, intéressant, je trouve, c'est le secteur le plus différent qu'on ait trouvé, c'est les océans. Et les océans, parce que c'est quasiment le plus immature, et il n'y a pas du tout d'autres leviers de modèle économique. C'est-à-dire que quand on fait des climate tech, par exemple, eh bien, il y a les crédits carbone, il y a les CDR, on peut souvent commencer à s'appuyer quand on commercialise un produit sur à la fois la vente du produit, mais on peut le faire un peu sponsoriser au début par un modèle économique qui est dual et qui intègre une partie de vente de carbon credit removal, ou enfin de choses qui sont là-dessus. Dans les océans, c'est complètement immature cette partie-là. Il n'y a pas de crédit biodive. Et donc, en fait, on a des entreprises qui ont dû se débrouiller sans écosystème réglementaire ou financier qui leur permettait de pallier au fait que, ben, en fait, elles doivent juste vendre leurs produits, quoi, ou vendre leurs services. Ou alors trouver d'autres manières de se financer. Et c'est pour ça que dans le secteur de l'océan, ce qui est très développé, et Maxence t'en parlait juste avant qu'on lance le call, c'est ce qu'on appelle la blended finance. Donc, c'est le fait que les entreprises aient recours à différents types de financement pour leurs différents types de besoins. Et donc, on a investi dans deux entreprises dans le secteur de l'économie bleue régénératrice, une qui fait de la restauration de récifs coralliens et l'autre qui fait de la cultivation de macroalgues en plein océan pour faire des biostimulants et des fongicides, des fongicides, je crois, en français, en bon français. Et en fait, les deux ont 10 ans d'âge quand on a investi. Et elles ont toutes démarré avec de la philanthropie, des subventions de recherche, enfin, avant de trouver un modèle économique viable et finançable par des investisseurs privés. Ils ont fait de la dette, ils ont fait donc en réalité, il y a une recherche de différents types de produits financiers pour financer différents besoins au sein des entreprises qui est beaucoup plus élaborée, avec un écosystème du coup financier qui a beaucoup plus l'habitude de travailler entre désilotés, on va dire. Moi, dans le monde du capital risque numérique, tout se fait en equity, hein, tout se fait en capital. L'idée que, il y a une partie qu'on va aller chercher en non dilutif parce qu'il y a des subventions pour ci, pour ça, c'est presque une perte de temps en fait. Ou alors une distorsion de l'entreprise, etc. Alors que dans le monde de l'océan, il y a tellement peu en fait d'investissements accessibles, il y a tellement une économie avec des modèles économiques à construire et pas encore de valorisation de tous les services écosystémiques que ces entreprises apportent qui sont obligés de faire ça. Et donc, c'est un écosystème qui se connaît beaucoup mieux. Donc, il y a des acteurs comme Builders Vision, qui est le fonds, le family office du petit-fils de l'héritier Walmart. Enfin, c'est l'héritier Walmart, ouais, qui est le plus grand investisseur privé dans les océans, mais il a développé toute une gamme de produits qui va de la philanthropie à la dette, à des swaps. Enfin, il soutient beaucoup, beaucoup de différents types d'initiatives et donc ils sont beaucoup plus sophistiqués. Et je pense que pour revenir au sujet de l'agriculture régénérative, ou triste, le, on a cru longtemps que, en fait, on était plutôt côté climate tech que côté océan, et je pense qu'on est plutôt côté océan et qu'on devrait gagner à voir ce qui se fait dans ces secteurs-là pour mieux utiliser les différents types de produits financiers et les développer par rapport aux besoins des entreprises. Et vraiment créer une logique aussi, parce que ça, je le vois dans les océans ou je le vois dans le climat. En fait, l'un des problèmes, je trouve, c'est qu'il y a une grande différence pour moi entre la transformation digitale et la transformation durable. On a besoin d'avoir une bascule de chaîne de valeur. Le digital, c'est beaucoup construit en disruption. Je vais prendre la place d'une entreprise existante et je vais être beaucoup plus productive en interne. Je vais aller voir les clients directement pour réintermédier. Et donc, j'opère mieux
Dans la transformation durable, on ne peut pas. On a besoin que les fournisseurs changent la manière dont le type de produit qu'ils fournissent. On a besoin que les clients recyclent ou changent leurs usages, changent leur comportement. Donc c'est une logique filière. Et pour arriver à que cette bascule fonctionne, je pense qu'on va avoir besoin de faire des alliances avec les gros. Et donc, typiquement, pour la boîte de ciment que j'ai évoquée à demi-mot tout à l'heure, qui est une boîte qui est basée donc à Stockholm, qui, à partir de roches minérales qui composent 80% du manteau terrestre, qui sont l'olivine, le basalte, en fait, ces roches ont une propriété naturelle de captation de CO2. Et eux, ils arrivent à complètement accélérer ce processus-là et à faire en sorte que, en créant un petit mix, que le matériau qui est produit en sortie, ça vient remplacer la pierre ponce dans la fabrication du ciment. Donc, en bout de chaîne, on a du ciment qui stocke du CO2 au lieu d'en émettre lors du processus de fabrication. Sauf que l'industrie du ciment, c'est des très gros qui bougent très lentement et nous, on est un petit bout de la chaîne. Et c'est très régulé, très réglementé, etc. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait financer, on a fait investir Holcim, qui est le plus grand cimentier européen, et Amazon Climate Goldbeck, qui est un family office allemand qui vient d'une société qui fait le moulage du ciment, donc qui est un autre bout de la chaîne de valeur. Et puis Amazon Climate Pledge, parce qu'ils se sont engagés à mettre du matériau Pebble dans les data centers européens qu'ils ont investi dans l'entreprise et ça a permis de complètement dérisquer commercialement et de faire en sorte que pour les financiers, ce soit investissable, on va dire, et que on ne soit pas dans des logiques de suivre, que les financiers suivent les tendances de marché, mais on a vraiment du coup une vraie logique d'adoubement de la filière et d'alignement d'intérêt de la filière qui crée la réassurance pour les financiers, qui crée l'accélération et la validation commerciale et qui permet que ce soit finançable. Et je pense qu'en agriculture, on n'a pas réussi à faire ça encore sur la chaîne de valeur food et que du coup, c'est bloqué à plein d'endroits et qu'il faut qu'on arrive à aussi penser différemment la manière dont on développe ces boîtes. Et les océans, c'est pareil. Donc, je crois que c'est vraiment des logiques qu'on ne peut pas répliquer du numérique au durable, mais qui vont être extrêmement intéressantes dans la manière de... Je vois pas pourquoi ce serait un potentiel différent, mais plutôt une manière de développer ces entreprises différentes. On va peut-être prendre une dernière question dans le chat. Assunta pose la question suivante. Est-ce que vous insufflez la dynamique de stewards au sein des entreprises que vous financez? Si oui, sur quelle durée vous restez avant l'exit? Et peut-être on peut préciser qu'est-ce que c'est la dynamique de stewards pour... Ouais. Alors, ce qu'on fait quand on investit dans les entreprises, la première des choses qu'on leur demande, c'est de définir leur mission. Et même si c'est pas, on leur demande pas d'avoir le statut entreprise à mission, hein, qu'on soit clair. Mais on leur dit, c'est quoi votre mission et est-ce qu'on peut l'écrire dans les statuts pour qu'on soit tous d'accord, que ce soit les salariés qui travaillent dans l'entreprise, les actionnaires qui la financent ou même visiblement de l'extérieur, ce soit opposable à des tiers, qu'on n'est pas uniquement là en termes d'affectio societatis pour gagner de l'argent ensemble, mais qu'on est aussi là pour poser cette mission. Et on leur demande de définir des indicateurs d'alignement qui soient aussi revus par le board. Parce que souvent, ce dont on se rend compte, c'est que le conseil d'administration, en fait, les seuls indicateurs qu'on leur envoie, ce sont des indicateurs financiers. Et même pour les entreprises à mission, s'il n'y a que le comité de mission qui revoit tous les indicateurs liés à la mission, ben en fait, ça ne revient jamais au niveau du board. Donc, pourquoi le board évaluerait la performance d'une entreprise sur autre chose que les données qu'on lui envoie? Donc, l'idée de dire on n'est pas là uniquement pour gagner de l'argent, mais aussi pour accomplir la mission. Et voilà les indicateurs qu'on met en place pour mesurer nos progrès. Et on ne les tend pas uniquement sur la mission, mais aussi sur l'alignement de l'entreprise. Donc, le bien-être des salariés, l'impact euh, social et environnement. Enfin bon, on définit un certain nombre d'indicateurs et donc on reporte à ce niveau-là. Et ça, c'est la première des choses, je dirais, qu'on fait. Après, avec des entreprises, on peut travailler à partir de là et notamment avoir la logique de partie prenante au niveau du board.
de se dire, si on n'a qu'un board avec des financiers et des fondateurs, ben souvent, c'est beaucoup plus dur d'avoir la vision écosystème et la vision partie prenante. Et donc, qui incarne ça au niveau du board pour ne pas être uniquement en, en alignement actionnaire, manager équipe, mais beaucoup plus large avec des représentants de l'écosystème. On n'est pas encore à mettre des gens qui représentent la société de la planète, hein, mais l'écosystème, on y arrive plutôt pas mal. Et sur la durée enfin, combien de temps vous restez avec Ah oui, le alors reste du coup, ça, c'est le grand changement qu'on a fait sur le produit financier, hein. Donc, je rappelle, un fonds de capital risque classique, c'est 10 ans, en gros, prorogeable 2 fois 1 an. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, en fait, on ne peut pas du tout se coller au tempo des entreprises. C'est pour ça que les gens parlent d'hypercroissance à tout prix. C'est parce qu'en fait, on doit sortir à 100% de nos parts en moyenne au bout de 6 7 ans quand on est au capital d'une entreprise. Et souvent, il y a une prime au contrôle. Et donc, le scénario privilégié pour les investisseurs, c'est de vendre pas juste leurs actions, mais de vendre l'entreprise ou de l'introduire en bourse, parce qu'à ce moment-là, elle est valorisée avec une valeur stratégique et pas juste une valeur financière. Et c'est souvent beaucoup plus cher. Et du coup, ça, c'est le principal facteur de désalignement avec les entrepreneurs qu'on a enlevé en ouvrant le fonds. Et donc, on a une stratégie d'investissement où on va investir au fil du temps, pas juste au début et puis après on attend, et puis vendre au fil du temps. Et donc, je ne peux pas dire en moyenne combien de temps on va rester, mais là, par exemple, on a une entreprise où on y est depuis 2020 et où ils vont rechercher de la liquidité pour faire sortir tous les autres investisseurs. Et nous, en fait, on va vendre juste 20 entre 20 et je dirais maximum 40% de notre position et on reste au capital de l'entreprise pour encore au moins 5 ans, on sait. Et donc, cette logique, c'est vraiment beaucoup plus comme ça, de pouvoir rester un investisseur pilier, on va dire, qui accompagne sur la durée, avec une logique beaucoup plus douce, quelque part, de pouvoir monter dans le temps, accompagner dans le temps et puis réduire dans le temps. Voilà. C'est Marie, je crois que Maxence avait une Une dernière dernière question. question, ouais, on en a parlé un petit peu avant le début de la visio, mais comme tu le sais, nous, côté Opération Milliard, on fait le constat qu'il y a beaucoup de structures qui sont porteuses d'innovations sociales assez fortes Ouais, et qui ont aujourd'hui des difficultés à accéder à des financements en fonds propres, quasi-fonds propres, notamment ouais. pour des questions de couple risque-rendement. Euh, et c'est des structures qui sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire pour certaines. Quel est ton avis là-dessus? Quelles sont les pistes de solutions que tu vois pour pouvoir adresser ce problème et permettre à ces structures de passer à l'échelle? Euh, alors nous, euh, on est confronté, je dirais, un peu à la même chose. Je pense qu'il y a plusieurs angles au problème. Le premier, c'est qu'il nous faut des success cases. Il faut montrer qu'on peut, en fait, et qu'on peut créer des entreprises euh, qui grandissent et qui sont saines et qui puissent amener un, un- un couple risque-rendement qui est prédictible, on va dire, parce que en fait, on se rend compte qu'il y a différents types d'investisseurs qui veulent différents types de couples risque-rendement. Et je vais rajouter une dimension à ça, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le risque est complètement sous-évalué par plein d'investisseurs financiers. Donc, il y a un grand champ de recherche, je pense qu'il faut qu'on exploite collectivement, qui est de pouvoir montrer que ce type d'actif, hein, ce type d'entreprise est beaucoup moins risqué. Et je pense qu'on le fait très mal. Après, la finance, tu vois, tu as naturellement parlé de risque-rendement, mais moi, la plupart du temps, les gens ne me demandent pas le niveau de risque du portefeuille, hein. Ils me parlent juste du rendement. Et quand je leur montre bah, tout le travail qu'on fait sur la cartographie d'impact et les impacts négatifs qu'ils peuvent avoir, ils me regardent, ils me font, oh là là, votre truc, c'est super risqué. Comment ça, on va manquer d'eau? On t'a dit, ouais, ben, en fait, toutes les boîtes, aussi vos autres entreprises en portefeuille, vont l'avoir. Sauf que nous, comme on l'a évalué, on va pouvoir le mitiger, en fait. Donc, je pense qu'on doit vraiment collectivement travailler l'angle risque pour montrer qu'en fait, c'est un risque qui est beaucoup plus, enfin, qui est diversifiant et complémentaire.
Dans le monde actuel, avoir des valeurs un peu refuge, ça va avoir beaucoup de valeur. Donc ça, je pense que c'est un angle qu'il faut qu'on explore vraiment. Et puis après, sur je dirais moi, l'autre, comment dire, l'autre frein mental que la plupart des investisseurs ont, quand j'ai cité là, les 5 objectifs essentiels au début, là, la dernière fois, j'étais à une conférence à Munich avec un journaliste de The Economist qui me dit, mais en fait, c'est une ONG votre truc, hein. Ça, c'est une ONG, quoi. C'est une philanthropie, en fait. J'adorerais, mais bon, à quel moment vous voulez gagner de l'argent, quoi? Donc, il a quand même fallu que j'explique que si Pebble créait un ciment nouvelle génération qui n'utilisait pas d'électricité et stockait du CO2, c'était à la fois un produit, enfin, tu vois, que l'industrie du ciment, c'était un gros truc, en fait, et qu'on allait créer un produit hyper compétitif dans le temps, qui allait remplacer le ciment, et que potentiellement, c'était une très, très grosse boîte. Et que quand on disait que, on voulait que les gens se nourrissent et se nourrissent de manière saine, on allait financer, enfin, que le secteur agroalimentaire aujourd'hui, il n'est pas durable. Et que si tu finances un gros champion qui nous permet de nous nourrir, bon, c'est des gros marchés, quoi. Tu vois, le fait de se nourrir, c'est un gros marché. Le fait de prendre soin de sa santé, c'est un gros marché. Donc, il faut revenir à la base, en fait. Il y a vraiment un espèce de biais mental où si tu as de l'impact dans la tête des gens, par nature, c'est un discount à la perf. Et c'est pour ça qu'on parle d'alignement et pas d'impact. En disant, ben non, on va arriver, il y a pas de raison, en fait, que si on résout des... En fait, si la raison, c'est que la finance est construite sur des modèles mathématiques, et en mathématiques, tu optimises sur une dimension. Donc, tu dois choisir, est-ce que tu optimises sur la performance financière ou est-ce que tu optimises sur l'impact? Les modèles financiers sont comme ça. Mais dans la nature, c'est de la biologie. Et dans la biologie, en fait, si on donne plus de services à son écosystème, il est en meilleure santé. Il peut nous fournir plus de services à nous, on peut être en meilleure santé, on peut créer des dynamiques gagnantes-gagnantes, qui sont des dynamiques biologiques, qui ne sont pas des dynamiques mathématiques financières. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est pour ça que ces modèles de chaîne de valeur, comment on bascule ensemble, ces idées de créer des rôles modèles pour montrer qu'en fait, c'est possible d'avoir les deux ensemble. Montrer aussi que le couple risque-rendement, ok, peut-être que aujourd'hui le rendement il est inférieur, mais en fait le risque il est vachement inférieur et les rendements actuels ils sont tellement risqués qu'ils vont s'effondrer. Il y a un discours financier en fait dont qu'il faut qu'on construise et qu'on puisse le démontrer dans le temps. On a du Je ne sais boulot. pas si vous avez Si, si, mais c'est ce qu'on pousse aussi dans le cadre des travaux et que qu'on c'est mène des gros ensemble. problèmes, c'est des gros Et c'est marchés. des gros Enfin, problèmes. Ouais, tout à fait. c'est des gros problèmes et ça crée des risques inouïs à l'intérieur des boîtes qui ne le font pas et euh, Un grand merci, Marie, pour ton temps et pour tous ces partages. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent dans la nuit, vous pouvez nous les envoyer. On essaiera d'y répondre peut-être en différé. Ouais, un grand, grand merci, Marie. C'est très inspirant et j'espère que ça en inspirera aussi d'autres. Voilà, de penser, de faire ce pas de côté et de penser futur souhaitable à partir de ce futur souhaitable, bah, tracer une route qui est différente. Euh, ça, il y a des emojis dans Zoom que je découvre là. Le truc qui fait comme ça, là. Je pense que je vais mettre- euh, on poursuit notre cycle de masterclass dédié au partage de la valeur. La prochaine aura lieu le 9 avril avec Valérian Fauvel, le créateur du studio, enfin du studio, startup studio régénératif Jumanji, qui viendra nous parler spécifiquement du steward ownership, donc un autre mode de gouvernance et de partage de la valeur au sein des entreprises et des startups notamment, mais pas que.
Et ensuite, la prochaine masterclass aura lieu le 5 mai sur le partage, enfin sur les dividendes alternatifs. Donc on parlera dividendes sociétal et dividendes climat avec Laurent Berger et Laura Bollier. Et ensuite, on a la fin du cycle, on vous partagera les dates ultérieurement, elles sont en cours de calage, mais on parlera de partage de la valeur à travers l'actionnariat salarié et le partage de la valeur lors des exits, lorsque les entrepreneurs vendent leur entreprise. Voilà, Maxence, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Si vous suivez, enfin voilà, si vous ne connaissez pas, si vous découvrez l'opération milliard ce soir, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et ou adhérer à l'opération. Euh, Avec grand plaisir, on vous accueille. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Je crois qu'on n'a rien oublié. Ouais, c'est tout. Merci, enfin, merci beaucoup, Marie, pour ton temps et puis pour ces explications. Et puis merci à Sarah aussi Merci d'avoir à organisé. vous de Ouais. m'avoir invité et de d'avoir permis de raconter le modèle. Voilà. Bravo pour tout ça et avec plaisir pour te réinviter de nouveau, peut-être à l'intérieur. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne Merci tout le soirée. monde. Au revoir. Au revoir.